J'utilise des plans de travail depuis une dizaine d'années. Ça n'a pas été facile pour moi de sortir du « tout le monde fait la même chose en même temps ». C'était clairement sortir de ma zone de confort. En mettant les plans de travail en œuvre, je voulais donner plus de liberté, d'autonomie et de responsabilité à mes élèves. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Dans cette vidéo, je vous parle de mes échecs et de la manière dont je comprends mieux aujourd'hui comment utiliser l'outil pédagogique qu'est le plan de travail. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, tout particulièrement si c'est la première que vous voyez sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce et pourquoi pas de commenter ce que je vais vous expliquer. Je m'appelle Michael, je suis enseignant primaire et actuellement j'ai des élèves de 8 à 10 ans. Le plan de travail est un outil merveilleux et aussi une excellente manière de mettre en place un système qui peut conduire à la catastrophe. Je suis d'un naturel posé, réfléchi, qui aime avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans la classe et pouvoir gérer rapidement les problèmes qui surviennent. Le premier problème que j'ai rencontré avec les plans de travail, c'est que je ne voyais plus ce que faisait chaque élève, aussi facilement qu'avec un enseignement dirigé par l'enseignant pour tous les élèves en même temps. Mais d'autres difficultés apparaissent assez vite. Si je vous parle de celle-là aujourd'hui, ce n'est pas pour vous enjoindre d'arrêter l'enseignement de certaines notions sous forme de plan de travail, mais au contraire, pour mettre en évidence des difficultés qui surgissent avec cet outil et pour vous proposer des solutions réalistes et efficaces. Le plan de travail comme outil de différenciation. Avant de citer les risques et les écueils possibles des plans de travail, je souhaite mettre en exergue une de leurs grandes forces, la différenciation. Pendant des années, mes collègues, et les enseignants spécialisés en particulier, ont plébiscité mon plan de travail parce qu'il permettait une différenciation automatique. En effet, tous les domaines étaient découpés en 3 catégories. Les indispensables, marqués d'une étoile obligatoire pour tous les élèves, l'important, marqué par 2 étoiles à faire par la plupart des élèves, puis le facultatif, marqué par 3 étoiles, permettant d'aller plus loin, d'effectuer des activités plus abstraites ou plus complexes pour les élèves qui avaient tout fini. Ce plan de travail, par contre, avait de grosses faiblesses en intentionnalité, le fait que les élèves soient conscients de ce qu'ils entraînaient, et en mise en œuvre par l'absence de la gradation de l'autonomie. L'éparpillement des apprentissages. Créé pour une semaine ou une période, le plan de travail renferme toute une série d'entraînements que les élèves effectuent bien plus souvent pour faire des fiches ou cocher des cases, plutôt que pour apprendre quelque chose, au moins de manière consciente. Le plan de travail comme méthode de travail presque exclusive. Comme pour n'importe quel outil réfléchi et qui prend du temps à mettre en place, le plan de travail peut petit à petit prendre trop de place dans l'horaire hebdomadaire quand il ne prend pas toute la place réservée à l'entraînement. J'ai eu parfois de la peine à placer les temps d'apprentissage en groupe classe, les remplaçant par des documents à lire ou par une explication en plus petits groupes. Les avantages de l'émulation en grand groupe sont perdus et le travail individuel, renforçant les meilleurs en apprentissage ou en organisation, péjore les élèves plus lents ou ayant plus de difficultés. Même si j'avais plus de temps pour les accompagner, puisque les autres élèves pouvaient voguer de manière autonome. Un manque de gestion ou une gestion trop lourde. Puisque les élèves ne font plus tous la même chose en même temps, et croire que c'est possible est un leurre, mais on le considère quand même, il est nécessaire de s'assurer que les élèves progressent, au moins dans le travail, si ce n'est pas dans les apprentissages. Il faut donc y penser et préparer un système de suivi qui soit performant pour suivre les élèves et pas trop prégnant pour ne pas y passer trop de temps et d'énergie. J'ai connu une collègue qui notait tout ce que les élèves faisaient au fur et à mesure des corrections dans un grand tableau. Pensez, 10 activités hebdomadaires pour 20 élèves, c'est 200 croix à faire, par semaine, chaque semaine. Personnellement, je relevais les plans de travail
chaque vendredi midi. Certaines des activités non faites, surtout si c'était des activités une étoile, étaient données en devoir pour la semaine prochaine. Au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, je connaissais de mieux en mieux les habitudes de mes élèves et je pouvais donc différencier également le suivi apporté. Pour certains élèves, je leur demandais de me présenter les activités qu'ils prévoyaient de faire en début de temps de travail, chaque jour. Pour d'autres, je leur demandais de répartir le travail minimum prévu sur chaque jour de la semaine. N'oublions pas que le plan de travail est un outil au service de l'apprentissage et non l'élément central de l'enseignement. Et les corrections, on en parle? File d'attente sans fin, pile de corrections qui n'en finit plus. Le fait que les élèves effectuent principalement des activités individuelles écrites et ne travaillent pas tous en même temps la même chose ne nous simplifie pas la vie. Il va donc falloir penser en amont à la manière que nous allons adopter et aux consignes que nous allons donner afin que les corrections ne bloquent pas les élèves dans leur travail. Pour ma part, j'ai mis en place un bac à correction dans lequel les élèves déposent les documents qu'ils ont terminés. En attendant le retour de ces documents, généralement pas plus de 10 à 15 minutes, ils effectuent une autre activité. Il n'y a donc ni temps mort, ni fil interminable. Avantage du système, ils reçoivent un retour personnalisé, la fameuse rétroaction, rapidement après avoir effectué les activités, ce qui leur permet de corriger leur processus d'apprentissage en ayant encore conscience de ce qu'ils ont fait et de pourquoi ils l'ont fait. Un autre élément à penser en amont, c'est la manière dont les élèves vont pouvoir nous poser des questions lorsqu'ils sont bloqués, lorsqu'ils n'ont pas compris une consigne ou lorsqu'ils ne trouvent pas un document. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous retrouver avec des situations similaires à celles des corrections, une file et une accumulation. Dans ma classe, j'aime utiliser les petites cartes avec les prénoms. Les élèves déposent leurs cartes s'ils ont une question à me poser. J'utilise aussi pour plein d'autres moments dans la journée ou dans la semaine. S'ils ont quelque chose à me demander, ils viennent m'apporter la carte et retournent faire une autre activité. Dès que j'ai la possibilité, je les interroge les uns après les autres. Cela permet de ne pas avoir la pression de la file et aussi de pouvoir planifier mes interactions avec les élèves tout en sachant qu'en attendant, ils ne perdent pas leur temps. La mise en place de l'autonomie. Je suis passé au « fais ce que tu veux quand tu veux » bien trop rapidement, ignorant qu'il y avait des étapes absolument nécessaires et peut-être plus pérennes pour certains élèves. Que vas-tu faire aujourd'hui? Un choix d'activité à court terme. Et peut-être même avant, par quoi vas-tu commencer? De combien de temps estimes-tu avoir besoin pour cette activité? Que vas-tu faire dans cette branche? Tout comme pour les travaux de groupe, et j'en parle ici, l'autonomie ne se décrète pas, elle s'apprend. Sinon, c'est de la débrouillardise. La charge cognitive. On en parle de plus en plus. Le nombre de décisions que l'élève doit prendre contribue à augmenter sa charge cognitive. Si certains élèves sont libérés par le choix qui leur est proposé et la liberté qui en résulte, d'autres seront tellement chargés par le nombre de choix à effectuer qu'ils seront bloqués dans leurs apprentissages. Il ne faut donc pas hésiter à les accompagner dans la programmation des activités, quitte parfois à faire le choix à leur place pendant une période plus ou moins longue. En guise de conclusion, je vais vous expliquer comment je fonctionne maintenant. Après avoir rencontré les différents écueils dont je viens de vous parler, j'ai modifié ma manière de faire. Le plan de travail prend maintenant moins de place et surtout, je l'ai limité à certaines activités. Je n'utilise plus le plan de travail pour l'entraînement systématique de tout ce que nous voyons en classe. Pendant un temps, c'était bien pratique. J'avais une connexion entre ma base de données de planification et mon éditeur de plan de travail. Tout se faisait presque automatiquement. Pratique, oui, mais il y avait un certain nombre d'écueils pour les élèves, entre autres qu'ils faisaient des fiches, comme j'ai expliqué, mais qu'ils n'apprenaient peut-être pas grand-chose. J'en suis revenu à des plans de travail beaucoup plus simples.
un plan de travail pour chaque notion de mathématiques, en indiquant clairement ce que l'élève va apprendre, ainsi que ce qui est effectué en groupe classe ou individuellement. Et puis des ceintures de compétences, en conjugaison et en livret, les tables de multiplication, principalement pour lesquelles le plan de travail est une liste d'activités que les élèves peuvent effectuer pour apprendre, comprendre et appliquer ces techniques de français ou de mathématiques. Là où j'en suis dans ma compréhension des choses et dans l'accompagnement de mes élèves, c'est ce qui me paraît le plus efficace, le meilleur compromis entre la liberté et le laisser-aller. Et vous, quels sont les plans de travail que vous utilisez? Quelles sont les forces et les faiblesses que vous rencontrez? Ça m'intéresse de vous lire. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. 80%, 80% pour les Belges et les Français, des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées et donc ne seront pas prévenues lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et puis, pour que la vidéo remonte dans les algorithmes de YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et puis pourquoi pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou à en discuter en salle des maîtres. Faites ce que vous aimez. Enseignez.